Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Ouverture de la conférence sur l'aménagement et l'attractivité du territoire. Le chef de l'État pose le débat sur la nécessaire correction territoriale. 130 milliards ont été dégagés pour la viabilité et la compétitivité des collectivités. Le directeur général de l'Agence d'aménagement du territoire, Mamadou Djigo, nous dira comment atteindre cet objectif. Avec le développement de l'Internet, naissent de nouveaux métiers, social manager et social seller, deux profils qui émergent au Sénégal avec le boom des réseaux sociaux. C'est dans le grand format consacré au métier du web. Et puis à la une des sports, ce lundi, les championnats régionaux d'athlétisme de Dakar, le volleyball, la relance du sport scolaire à Dakar, mais aussi la première affiche des demi-finales du mondial 2018 France-Belgique, c'est ce mardi. Et puis nous aurons, comme je disais donc tantôt, un invité dans ce journal. Il s'agit de Mamadou Djigo. C'est le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Djigo donc, qui nous parlera de cette conférence sur l'aménagement de l'attractivité du territoire. Ce sera dans quelques instants. Il nous faut beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale. C'est le discours de vérité que le chef de l'État a tenu ce matin lors du lancement des travaux de la conférence sur l'aménagement et l'attractivité territoriale. La rencontre vise à promouvoir des territoires viables et compétitifs. Oumar Ning. En son genre, la conférence est une illustration de l'importance de l'aménagement du territoire dans les politiques publiques. Aujourd'hui, il s'agit de le mettre en cohérence avec l'attractivité des territoires. Depuis plus d'un demi-siècle, force est de constater que l'aménagement du territoire est réalisé au Sénégal par saupoudrage d'équipements et d'infrastructures. Au constat de son impact spatial, on assiste encore aujourd'hui au creusement des disparités socio-économiques entre les territoires de la côte atlantique et ceux de l'intérieur, en d'autres termes, entre le tiers dit utile et le désert sénégalais. Il n'y a pas de développement sans viabilité des territoires. Cette vérité connue transparaît dans les politiques publiques actuellement en cours. La problématique du développement est centrée sur la problématique du territoire. Et vous l'avez compris dans votre vision, en disant construire le Sénégal à partir des territoires. Monsieur le Président, la preuve est là. Car depuis 2012, vous avez mis en œuvre un vaste programme, on l'a rappelé tout à l'heure, de rattrapage, à travers notamment le PUDC, le PUMA et plus récemment Promoville, afin de renforcer la structure des territoires. La territorialisation des politiques publiques est donc un des fondamentaux de l'émergence. Le président Macky Sall l'a compris depuis longtemps. J'ai pu mesurer davantage la pertinence de cette assertion en parcourant le pays entre 2009 et 2012, de Ngor à Balou, dans le département de Bakel, de Dimat à Djembering. Ces périples m'ont permis d'avoir une cartographie complète des préoccupations des populations liées aux inégalités et déséquilibres socio-spatiaux. Dans la mise en œuvre des politiques d'aménagement du territoire, il y a eu souvent des incohérences et autres disparités socio-économiques. L'option stratégique du président Macky Sall est de corriger justement ces dysfonctionnements. Nos territoires sont marqués par une anarchie dans leur configuration. C'est pourquoi, chers élus, il nous faudra beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de courage. Parce que là, chacun a un petit gâteau qui ne va pas régler ses problèmes de faim, ni ses ambitions pour son territoire, puisque les territoires ne sont pas viables, c'est ça la vérité. L'acte 3 que j'ai proposé à partir de 2013 avait deux fonctions. La première, c'était la communalisation universelle. Pourquoi? Puisqu'il y avait une dichotomie nette entre les milieux urbains et le milieu rural. En ville, on avait les communes d'arrondissement,
qui ont disparu. Et en milieu rural, on avait des communautés rurales qui n'avaient pas droit à la revendication sur les questions essentielles, parce qu'on les avait laissées simplement dans le registre rural. Donc l'objectif de cette communalisation universelle, c'était de mettre au même pied d'égalité le maire de Yoff, qui est le ministre de la Santé, au maire de Ribo-Escale, dans le Koungheul. Chacun est maire et chacun a son conseil municipal. Avec la deuxième phase de l'acte 3, l'objectif est d'aller vers des pôles territoires. Déjà, la Casamance, le Sine Saloum, le Sénégal oriental absorbe 8 régions. Il en restera 6. Dans un exposé pertinent, symbole de sa maîtrise du sujet, le président de la République a demandé au Haut Conseil des collectivités territoriales de se pencher sur la question dans l'intérêt du développement de nos territoires. En expliquant la philosophie des programmes qu'il a lancés, le chef de l'État a évoqué la question foncière. Pour régler cette question difficile, il faut privilégier l'intérêt général selon le président Macky Sall que nous écoutons au micro de Oumar Ning. Les principales sources de conflits au Sénégal viennent du foncier. Les principales sources de conflits au quotidien, dans toutes vos communes, au niveau central, tous les jours, il y a des difficultés. L'État lui-même a de plus en plus de difficultés à réaliser des projets structurants majeurs. Autoroutes, trains express. La prise en charge des impenses devient un facteur limitant au renforcement des capacités dans notre pays. Parce que c'est simple. Dès qu'on annonce un programme dans une zone, les gens sont partis. Commencent à donner des affectations de terre, à chercher des baux, voir des titres fonciers, et on attend l'État. On attend l'État. Quand l'État viendra, voilà. Le projet sur les mamelles nous a coûté au moins 10 milliards, sur même pas 10 hectares. 10 milliards de compensation pour le dessalement de l'eau de mer. Le TR, nous sommes à 46 milliards d'indemnisation. Allez prendre Ila Touba. Évidemment, la région de Dakar est la plus chère. Mais si on continue cette logique, je vous dis, et si on ne prend pas les mesures législatives de protection de l'État, protéger l'État, c'est protéger les citoyens. Nous mettrons plus d'argent à indemniser des gens qui savent passer par les circuits que de mettre les ressources au bénéfice des populations. Et moi, ma politique, c'est vraiment de privilégier l'intérêt général, tout en respectant le droit de propriété et tout ce qu'on veut. Mais la terre appartient à la nation. C'est le sens du domaine national. On doit payer des peines, certes, mais il faut une réflexion aussi très sérieuse, je l'ai dit au gouvernement. Parce que sinon, on ne fera pas de grands projets à l'avenir. Or, nous avons une ambition d'émergence, donc il nous faut régler en même temps aussi ces questions difficiles de foncier, mais sur lesquelles nous devons apporter des réponses pertinentes. Des aéroports secondaires fait également partie des annonces faites par le chef de l'État. Le lancement du projet est prévu dans les prochains jours. Voici à ce propos le président Macky Sall. D'importantes infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ont été réalisées pour mieux structurer l'espace national et soutenir le processus de transformation structurelle de notre économie. La semaine prochaine, je vais lancer une série d'aéroports secondaires. Je commencerai par Saint-Louis, qui va être élargi, allongé. Toutes les pistes vont passer au moins à 2,5 km avec éclairage, donc pour que les aéroports soient fonctionnels de jour comme de nuit. Nous avons donc Saint-Louis, nous avons Matam Ourossogui, nous avons Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou pour un premier temps. Ça, c'est dans le cadre d'un projet qui est déjà lancé. Et bien sûr, nous allons réhabiliter Kolda, Sédhiou. J'ai une grande préoccupation sur la piste de Kaolack, mais qui est une piste centrale, qui mérite également, dans les années à venir, une reprise en main.
ces efforts de l'État au plan national vont impacter forcément le schéma d'aménagement du territoire au niveau local. Et sachez que le président de la République a lancé le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal d'un coût de 130 milliards de francs CFA. Le contrat de financement du PACASEN a été signé en marge de la conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire. Ce programme vise à renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales pour un développement harmonieux. Pape Biram Biguendiaï. Par cet acte, le Sénégal vient d'entrer dans une nouvelle ère d'émergence des collectivités territoriales. Assurer le développement des bourgades les plus lointaines du pays, longtemps restées coupées, d'où la marche de l'économie du pays. Aujourd'hui, le président de la République Macky Sall lance le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Le Sénégal en partenariat avec l'AFD et la Banque mondiale. Le PACASEN n'est pas un projet de la Banque mondiale, mais un financement d'un programme gouvernemental qui sera versé dans le budget national. La plus grande partie des ressources du programme iront directement aux collectivités territoriales comme bénéficiaires. Dans ce cadre, Monsieur le Président, sur votre leadership, l'État du Sénégal a passé récemment une réforme historique qui est au cœur de ce programme. Je veux parler de la restructuration du Fonds de l'équipement des collectivités territoriales. Pour la première fois, les dotations du FEC seront reparties aux 599 collectivités territoriales de façon prévisible, selon des critères clairs et objectifs qui favorisent notamment les collectivités territoriales les plus pauvres et les plus rurales. Ce programme est très important parce qu'il marque la poursuite d'une révolution. Je sais combien dans mon pays la décentralisation a changé la France en libérant les territoires, les énergies locales. Et j'en suis sûr que ce mouvement, si je puis me permettre, est en marche ici au Sénégal. C'est un programme de 130 milliards de francs CFA. Le PACASEN vise à renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales en garantissant le développement à la base. Le renforcement des capacités des élus locaux constitue par ailleurs un préalable à toute action future dans l'optique de développer les collectivités territoriales. Et ce, pour relever les nombreux défis qui les interpellent. Il y a le défi, je l'ai dit, d'une cohérence territoriale rénovée pour favoriser la solidarité et la complémentarité des territoires. Il y a le défi de la transition écologique afin de concilier le développement économique et la préservation des ressources naturelles. Le défi de l'intensification des investissements à la fois publics et privés et de leur répartition optimale pour stimuler l'économie des territoires et renforcer les bassins d'emploi. Le défi de l'inclusion sociale pour consolider la stabilité et la cohésion nationale. Et enfin, le défi de l'aménagement numérique équitable du territoire. Nous avons un plan Sénégal numérique 2025 qui devra nous y aider grandement. 130 collectivités territoriales sont ciblées, dont la phase pilote du programme d'appui aux communes et agglomérations. Une nouvelle orientation pour favoriser l'émergence de nouveaux pôles de prospérité. Il faut dire qu'avec la communalisation intégrale, les incohérences dans l'aménagement territorial sont mises à nu. Des communes sont en désaccord quand il s'agit de la gestion foncière ou des projets qui impactent de territoires frontaliers. L'intercommunalité serait une solution, mais il faut au préalable définir des limites à chaque commune. Les incohérences territoriales évoquées par le président de la République dans son discours sont souvent source de conflits entre les communes. Les maires ne diront pas le contraire. On est dans une zone, Pambal, Morona et Chérif Lo, où 80% des terres se situent dans un titre minier datant de plus de 1950. Donc du coup, nous, on a des difficultés pour faire même des projets structurants. C'est parce que les enjeux sont très importants. L'élection prochaine de pôle territoire, où il y aura des projets structurants qui seront essentiellement agricoles d'abord, le foncier aiguise beaucoup d'appétit. Une des solutions serait l'intercommunalité pour bâtir donc des territoires forts
capables de porter leur propre développement. Qu'on soit commune de plein exercice, qu'on soit commune ancienne de chef-lieu de département ou autre, il faut pour un véritable développement une communalisation intégrale, c'est-à-dire une intercommunalité en réalité. Comment faire en sorte que de manière intelligente, les conflits ou contradictions qui peuvent exister ou naître entre collectivités locales puissent être surmontées à la faveur de projets structurants qui transcendent les intérêts particuliers ou circonstanciels ou contextuels. Il faut cependant délimiter les espaces au préalable pour que la collaboration entre les communes soit beaucoup plus efficiente. Le financement ressort comme étant l'un des handicaps à l'aménagement et à l'attractivité. Pourtant, les territoires regorgent de ressources. Comment les valoriser? C'est tout le sens de la réflexion engagée cet après-midi au CICAD à Hamdao. L'état des lieux est peu reluisant et ils en sont tous conscients. La problématique de l'aménagement du territoire est assez chronique. Point de vue organisation spatiale, en fait, on a la partie est qui est un peu développée et la partie ouest était considérée comme une partie désertique en fait. Il n'y avait que 2 régions qui étaient viables, qui étaient attractives en fait. Il s'agit de la région de Dakar et de la région de Diourbel. Le temps de l'action a sonné et l'aménagement doit prendre tout son sens. Quand on prend l'exemple du pôle territoire Casamance, c'est un territoire qui regorge énormément de ressources. La région de Kaolack, Fatick et Kaffrine, le Sine Saloum regorge aussi énormément de ressources. Le nord, on a des ressources un peu partout. Il faudrait donc cartographier les ressources, voir en tout cas avec ces collectivités locales, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse impulser le développement à partir de la valorisation des ressources que nous avons au niveau des territoires. L'aménagement suppose des moyens. À l'évidence, ils font grandement défaut aux collectivités qui doivent chercher des solutions. Comment faire pour que les collectivités locales puissent prendre en charge les compétences transférées à travers la dotation de ressources, les transferts de l'État, à travers une nouvelle fiscalité propre, mais à travers également des ressources humaines, du personnel de qualité. Les élus ne seront pas seuls dans le combat. Ils pourront compter sur des structures dans l'ère des technologies d'aménagement. L'ASPIT pourra aider dans l'attractivité des territoires, dans le développement des territoires, en mettant ce qu'on appelle donc des technologies adaptées dans tous les domaines, de la technologie solaire, de l'éclairage solaire, qui sont des technologies incrémentales. Les débats sont lancés, les contributions ouvertes, l'exercice réunit sur 2 jours, scientifiques, élus et spécialistes. À Tambacounda, le programme d'aménagement et d'attractivité des collectivités territoriales suscite beaucoup d'espoir. Le port sec et le marché sous-régional doivent créer les conditions de la viabilité de la ville, mais de nombreux défis sont à relever. Abdoulaye Sikare. Avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, la territorialisation est devenue une réalité. Les politiques publiques sont répercutées à la base suivant de grands principes comme l'efficacité dans la croissance, la gestion axée sur les résultats ou encore la subsidiarité. À Tambacounda, des avancées considérables ont été notées. Il y a autant aujourd'hui de services publics qui sont territorialisés, qui sont là, proches des populations. On voit parallèlement aussi que le secteur privé aussi se développe. Pour ce qui est des investissements, 201 milliards sont prévus dans le programme triennal d'investissement des territoires et le taux d'exécution se situe aujourd'hui à 79% avec à la clé de grands projets en cours. La voie ferrée, donc ça on en parle tout le temps. Pour qu'on puisse réhabiliter la voie ferrée, qu'on puisse redynamiser en tout cas le transport ferroviaire, évidemment, avec comme intérêt de faire vivre toutes les activités qui sont liées aux différentes gares. Nous avons aussi un gros projet qui est inscrit, qui est en cours, qui est le port sec. Il y a aussi le marché sous-régional des femmes. Les travaux avoisinent, je pense, les 70% ou plus de 70%. Nous avons aussi le projet de l'université qui est en cours. Cependant, les défis ne manquent pas car la région a longtemps été dépourvue sur le plan infrastructurel et des services sociaux. Si on veut qu'un territoire se développe, il y a un minimum en termes de services sociaux, donc de base, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. L'accès évidemment aussi aux routes.
Pour plus d'efficacité, la territorialisation des politiques s'accompagne d'une intercommunalité effective. Ainsi, certains projets ne resteront plus des vœux pieux pour les collectivités. Et pour aller plus loin sur la question, nous avons sur ce plateau Mamadou Djigo. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mamadou Djigo, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire et vous êtes derrière, à travers donc le ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, derrière donc cette conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire. Vous allez donc au cours de ces 2 journées chercher mener une réflexion d'abord pour trouver des réponses concrètes, dites-vous, pour régler donc les dysfonctionnements notés dans les collectivités territoriales. C'est bien ça? Voilà, merci. En fait, il s'agit de consolider le travail qui est en train d'être fait avec cette vision lumineuse du président de la République, c'est-à-dire d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement, et qui dit tout cela dit une bonne structuration de l'espace. L'espace, on le structure avec de bonnes routes, surtout le président, il est dans des infrastructures de dernière génération. On le structure avec des équipements, on le structure avec des universités modernes, des aéroports modernes et aussi l'exploitation rationnelle de nos ressources territoriales qui accompagne cette structuration du territoire. C'est ce qui est aujourd'hui débattu, expliqué, parlé un peu partout. Et dans cette même structuration, il y a aussi la correction des incohérences territoriales. Vous le savez, il a été noté depuis 2012 un certain nombre de dysfonctionnements liés au fait qu'il y avait des communes qui n'ont pas de territoire, je veux dire en quelque sorte. Il y avait aussi des régions qui n'étaient pas du tout viables. Il y avait d'autres territoires qui faisaient l'objet de plusieurs problèmes en réalité. Et maintenant, tout cela, nous sommes en train de le corriger dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Et c'est dans ce sens qu'on est en train de discuter sur un certain nombre de problèmes qui vont consolider le travail qui a été fait. Et les outils, une fois validés, je pense que le Sénégal sera véritablement en fait sur les rails du développement, puisque le président a déjà tracé les rails en réalité. Et par correction de ces dysfonctionnements, vous entendez carrément une reconfiguration du Sénégal avec un autre visage des collectivités. C'est bien ça. Le chef de l'État l'a dit, il faut carrément être courageux. Parce que quand même, les gens ne peuvent pas s'arc-bouter autour de territoires qui ne sont pas viables économiquement, ni environnementalement, ni culturellement, et qui peuvent poser des problèmes en réalité. Maintenant, pour refaire tout ça, il est important d'inviter tout le monde, de dialoguer, puisque voilà, les solutions, on les trouve régulièrement derrière les concertations, d'échanger, d'apporter en fait toute la lumière autour de ces questions liées au territoire. Nous allons utiliser bien sûr la technologie, nous allons utiliser bien sûr la science et les bonnes méthodes pour voir comment aller régler cette problématique une bonne fois pour toutes. Ouais, mais l'ambition est vraiment grande parce qu'on parle de favoriser l'émergence de territoires viables, compétitifs, attractifs. Comment vous comptez clairement y arriver? En quoi faisant? Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était derrière la vision du président, avec notamment l'acte 3 de la décentralisation et le PSE, de faire le diagnostic territorial, le diagnostic transversal du territoire sur tous les domaines. Après avoir fait le diagnostic, proposer des solutions d'aménagement du territoire. Et tout ce travail, nous l'avons fait avec l'ensemble des acteurs territoriaux, les maires, les présidents de conseils de département, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets.
et aussi toute l'administration centrale, y compris les services techniques et tout le monde en réalité, y compris les PTF et aussi le secteur privé et la société civile. Maintenant, c'est un travail qui a été fastidieux et nous avons sous nos yeux les conclusions de tout le travail que nous avons réalisé depuis. Avec cette conférence, je pense que de très bonnes décisions permettra aux autorités d'avoir une grande lisibilité sur tout ce qu'il va falloir adopter et ce qu'il ne va pas falloir adopter en réalité. Alors, je vais vous inviter un peu dans l'anticipation pour avoir l'exclusivité. Alors, vos invités, vous les attendez sur quel terrain? Quel type de propositions vous attendez d'eux? Des propositions par rapport à la correction des incohérences, surtout par rapport aussi à la valorisation des ressources et potentialités, et aussi par rapport au financement du développement, parce que vous savez, il y a deux types en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial, il y a deux types d'acteurs en fait. Il y a l'État qui est le premier acteur qui s'occupe en règle générale dans l'aménagement du territoire sur les questions régaliennes en fait, et le secteur privé qui finance les projets de valorisation de ressources. C'est ce qui apporte souvent la viabilité d'un certain nombre de communes. Je peux donner l'exemple de la compagnie sucrière, en fait, qui fait que Richard Toll et environ sont devenus des territoires à la limite économiquement viables. Ça a été le cas aussi pour les Terre-Neuve, ça a été pour la station balnéaire aussi, c'est le cas. Maintenant, le président, il a très bien compris, il est très en avance sur un bon certain nombre de personnes, surtout, et parfois même, je pense qu'il est très, 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 très en avance par rapport à tout le monde sur ces questions-là. Aujourd'hui, il a surpris plus d'un. Et nous avons tous compris qu'il va falloir mettre en place des pôles territoires économiquement viables qui peuvent permettre à ce pays de se développer en fait. Et ces pôles-là, on peut les espérer dans combien de temps à peu près? Le travail technique... La matérialisation du projet. En fait. La matérialisation, le travail technique est fait. S'il est adopté, je pense que d'ici quelques mois, ce sont les autorités qui vont décider de cela. D'ici quelques mois, je peux dire 2 ou 3 mois peut-être, on sera en mesure de valider ce grand projet, ce grand plan qui va permettre aujourd'hui au Sénégal, en fait, d'avoir une assise territoriale soutenue. Voilà, Mamadou Djigo, merci. Merci. Merci Mamadou Djigo, le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui était sur ce plateau pour nous parler donc de cette conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire, conférence ouverte donc ce lundi par le chef de l'État et qui va se poursuivre demain mardi. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. L'Afrique de l'Ouest veut un règlement semencier régional harmonisé. Les pays de la sous-région sont actuellement à Dakar pour la mise en œuvre de ce programme. L'objectif est de relever le défi des semences de qualité et de leur disponibilité. Ibrahim Ndong. Une rencontre, des défis. La qualité des semences et l'harmonisation du règlement semencier régional. Une volonté des pays de l'Afrique de l'Ouest qui se matérialise avec ce rendez-vous annuel. Les défis sont toujours la question déjà de savoir quelles sont les quantités dont on a besoin. Tous les pays participants vont dire au niveau de chaque pays où se trouve le gap pour que les recommandations pertinentes soient sorties. Des semences certifiées de bonne qualité, c'est l'objectif des États membres. Au Sénégal, les autorités ne lésinent pas sur les moyens. Applicable au secteur de l'arachide, mais ça sera étendu aux autres filières. Cette réunion statutaire est la 4e du genre. L'occasion a été saisie pour faire la cartographie des semences au niveau régional. Nos gouvernements ont pris conscience de la nécessité d'avoir une bonne cartographie des systèmes de livraison. Du 9 au 11 juillet, tout s'articulera autour des semences. L'objectif est de renforcer le dispositif réglementaire sur l'harmonisation des semences dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Le grand format TIC de ce lundi, aujourd'hui, coup de projecteur sur les nouveaux métiers du web, l'émergence du numérique et l'arrivée du commerce connecté ont créé de nouveaux besoins et donc de nouveaux métiers pour les entreprises. Il y a maintenant des data scientists, des community managers, des digital brand managers ou encore des développeurs informatiques. L'une de nos équipes a rencontré deux jeunes, un social seller et un social media manager. René Léon Fonseca. Il manie l'art des réseaux sociaux comme personne. À 27 ans, Mansour est l'un des rares social sellers au Sénégal. Il est tombé sous le charme de ce nouveau métier en 2014. Plus qu'une simple tendance selon lui, le social selling devient la norme. Le social selling, clairement, c'est l'art de vendre via les réseaux sociaux, ou bien comment vendre via les réseaux sociaux. C'est un social manager de haut niveau. Sa mission, gérer l'image d'une marque dans l'univers numérique. Dans le cercle de la communication digitale, effectivement, il y a le social media manager qui est en fait en charge de pouvoir animer, de pouvoir effectivement véhiculer toutes les informations de l'entreprise, que ce soit une entreprise ou une personnalité publique, sur les médias sociaux. Développeur web, community manager, data scientist, traffic manager, entre autres, l'évolution des technologies et des usages fait aussi naître de nouveaux métiers. Des métiers que les entreprises devront forcément intégrer pour plus d'efficacité. Donc forcément, c'est une stratégie qui va les intéresser. Il y en a qui nous ont fait confiance, mais on va dire qu'à 99,9%, les gens n'ont pas encore compris. Les entreprises, effectivement, viennent nous voir. Donc, il y a des personnalités publiques, effectivement, qui viennent nous voir. Donc, nous, on pourrait nous qualifier comme les gens de l'ombre. Les débouchés sont très vastes et de plus en plus diversifiés. C'est ce qu'a compris le CESTI, l'école de journalisme, et même aller un peu plus loin. L'objectif principal est de les amener à avoir des compétences dans ce domaine-là. Et également pour le CESTI, de manière institutionnelle, à mettre en place un laboratoire de data journalisme au niveau du CESTI. Ça, nous sommes vraiment avancés là-dessus. Au Sénégal, plusieurs jeunes à l'image de Mansour et Cheikh Bamba ont très tôt compris les enjeux. Hors de chez nous, c'est une page d'histoire qui se tourne entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les deux pays vont renouer leurs relations bilatérales après 20 ans de tensions et de divergences. Une réconciliation historique de l'avis des observateurs. Pape Bounatiao. C'est à la suite d'une rencontre historique à Asmara entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Afwerki que les deux pays ont décidé de se donner la main et de fumer le calumet de la paix après 20 ans de divergences et de tensions. Les deux parties se sont accordées pour la reprise du trafic aérien et naval, mais aussi pour la libre circulation des personnes de part et d'autre des frontières. Un rapprochement inédit entre ces deux États qui se sont affrontés dans une guerre fratricide de 1998 à 2000. Pas moins de 80 000 victimes avaient été enregistrées. Éthiopiens et Érythréens se sont toujours disputés des territoires. Une commission indépendante des Nations Unies était même intervenue en 2002 pour apaiser les tensions. La plupart des observateurs ont été pris de court par ce rapprochement spectaculaire de quand y voit la main des États-Unis, de l'Arabie Saoudite ou encore de l'Égypte, car la zone porte des enjeux géostratégiques considérables. L'Érythrée et l'Éthiopie ont même convenu d'ouvrir des ambassades dans leurs capitales respectives. Cette réconciliation renvoie à une meilleure image de l'Afrique, loin des clivages internes et des divisions. Retour chez nous avec les 48 heures de la cité gendarmerie 2 de Kermassar. Il y avait au programme des consultations gratuites, des dons de médicaments et des moustiquaires imprégnés, des journées sociales organisées par le mouvement Diapo ak Assom Fall Macky Sall. Anaïs Nyanyamane. Pour les 48 heures de la localité, les habitants de la cité gendarmerie 2 de Kermassar s'activent. Ces 48 heures sont des journées vraiment marquées par le social. D'abord en assainissant l'environnement, mais également en offrant aux populations ces consultations. Dons de médicaments et de moustiquaires imprégnés ont marqué cette première édition. C'est la première fois aussi qu'on distribue des moustiquaires imprégnés dans la cité. Consultation plus médicaments, c'est très important, c'est très important. Vraiment, on est vraiment content. Quand on parle par exemple de la couverture maladie universelle, nous savons que ça permet vraiment d'assurer une certaine sécurité aux populations et toute personne donc ne sera pas inquiétée quand elle est malade parce qu'elle sait qu'il y a un minimum de sécurité qui lui est offerte. Les habitants de la cité gendarmerie 2 s'engagent à unir leurs efforts pour un développement harmonieux de la localité.
Les 20 ans de la capoeira au Sénégal, l'association Groupe Africa Capoeira a organisé l'événement à Gorée. Les initiateurs veulent promouvoir les techniques de la capoeira et perfectionner le niveau des élèves et des moniteurs au Sénégal, mais aussi dans la sous-région Fanta Badji. Une séance d'exhibition de la capoeira, art martial afro-brésilien, dans l'île Mémoire. C'est ici, sur cette île de Gorée, que la première fois, il y a 20 ans, la graine de la capoeira avait été semée. Comme toute la culture noire au Brésil, dans le monde blanc, elle était combattue. Après, une fois autorisée, on a essayé de la transformer en sport. Pratiqué à l'époque par les esclaves, cet art du combat déguisé en danse et conjugué par la musique est expérimenté depuis 1998 au Sénégal. L'association Grupo Africa Capoeira s'active pour son développement. C'est le sport, c'est de la danse, c'est du chant, c'est de la musique, voilà, toute une culture. La capoeira, c'est un art de résistance. Il était une manifestation collective et qui revendiquait la création d'un espace de liberté. Des adeptes de la capoeira ont effectué le déplacement au Sénégal pour célébrer les 20 ans de sa pratique ici et participer à son déploiement. Ça fait du sens et puis surtout de permettre ce retour d'une pratique qui est venue originellement d'Afrique, qui s'est développée ailleurs et qui aujourd'hui redonne de la vie en Afrique ici. Elle est loin d'être aussi développée qu'en Europe ou aux États-Unis, faute de moyens, mais il y a la conviction, il y a la foi qu'ont ces jeunes, qu'ont ces pratiquants. Autre objectif de cette célébration, le développement de la coopération culturelle et socio-éducative. D'autres démonstrations et exhibitions de la capoeira sont prévues à travers le pays pour stimuler l'attrait des enfants et des jeunes pour la pratique de cet art. La capoeira, une discipline donc qui n'est pas très connue au Sénégal. Koumba Diakhaté Mar, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors nous en venons donc à la page des sports que vous présentez ce lundi avec, pour démarrer, de l'athlétisme, les rideaux sur les championnats régionaux de Dakar. La compétition a dévoilé ses champions. Oui, cher Moulay Sonko de l'association des forces armées, l'ASFA, Fatou Gaye de l'AS Douane et lui, François Mendy de l'Étoile Athlétique Club sont entre autres les meilleurs performeurs de ces régionaux de Dakar. 3 jours de compétition non-stop, beaucoup d'athlètes et de belles performances. Le résumé avec Saliou Seck. Plus haut, plus fort, Moulay Sonko reste le meilleur sprinter de la Ligue de Dakar. Crédité de 1067 points, il réalise ainsi la meilleure performance masculine senior. J'espérais faire mieux, mais le bon Dieu a décidé autrement. Bon. Mais je suis un peu satisfait quand même. Lui, François Mendy de l'Étoile Athlétique Club réalise la meilleure performance masculine en junior. Fatou Gaye de l'AS Douane, meilleure performance féminine en senior. Et Ndeye Bintamane de l'Étoile Athlétique Club, meilleure performance féminine en junior, se sont illustrés durant ces championnats. De manière générale, sur le plan organisationnel, donc il n'y a pas de souci, tout est au beau fixe. Donc sur le plan aussi des compétitions que l'on a organisées en 4 jours, donc les lancers au niveau du stade Ibamar, ainsi que les courses olympiques au niveau du stade Léopold Sédar Senghor, de manière générale, ça se passe très bien. Cette compétition a permis à d'autres athlètes de faire de belles prestations. Depuis 3 jours, on prépare cette compétition. J'avais tellement de confiance en moi et j'ai pu arriver à mes fins. Vraiment, je suis très content parce que par rapport à l'année dernière, j'avais fait une meilleure performance à 15 mètres 45, mais cette année-ci, j'ai fait contre-performance parce que j'avais pas de moyens. À l'issue de ces championnats régionaux, les meilleurs athlètes ont été sélectionnés. Ils vont représenter la Ligue de Dakar aux championnats nationaux prévus du 21 au 23 juillet prochain à Dakar. Après l'athlétisme Koumba et ses belles performances, parlons volleyball avec les finales du championnat couplées aux journées nationales. C'était ce dimanche. Et la finale dames a été remportée par Saltigué, vainqueur de Khombol 3-7-0 chez les dames. Victoire de l'ISEC sur Koba Volleyball Club 3-7-1. Résumé des finales, Fatoumata Savané. L'ISEC remporte la palme chez les hommes. Les étudiants de Sacré-Cœur se sont imposés 3-7-2 face à Kobas Volley Club de Tambacounda. Chez les dames, Saltigué bat Khombol. Les filles du Saltigué n'ont laissé aucune chance aux Khomboloises. 3-7-1, c'est le score final.
Ce tournoi de montée, couplé aux Journées nationales du volley, a mobilisé les inconditionnels de la discipline. Nous sommes là donc pour appuyer la Fédération sénégalaise de volleyball. C'est une belle initiative aujourd'hui qu'on a notée. La fédération qui a pu regrouper l'ensemble des équipes, je dirais même des régions, et pour justement essayer de les encadrer. Naturellement, on peut assurer les résultats qui permettent au Sénégal de faire face justement aux grands défis auxquels il est confronté. Cette édition a été parrainée par le général Victor Tine, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Si le général a été désigné comme parrain, ce n'est pas un hasard. La brigade, vous allez dans n'importe quel coin du pays, vous trouvez dans une caserne, dans les casernes, des terrains de volleyball. Donc ça fait partie de la nouvelle politique sportive au niveau de la brigade. Les 4 équipes finalistes vont rejoindre la première division en nationale. Chez les dames, Bigendia a été sacrée meilleure joueuse du tournoi et Biransek de l'ISEG, chez les hommes, a été le meilleur. Sport scolaire, la deuxième édition des finales régionales de Kaolack a vécu. L'événement entre dans le cadre de la relance du sport scolaire dans la région de Kaolack. Plusieurs disciplines étaient au programme, des sports collectifs aux sports individuels. L'école sénégalaise de la Gambie a été l'invité d'honneur. Claire Diop. Deuxième édition des finales régionales du sport scolaire dans l'Académie de Kaolack. Plus de 700 participants venus de 596 écoles et établissements pour 7 disciplines représentées. Ces résultats sont le couronnement de beaucoup d'efforts consentis par les acteurs de l'éducation. Le projet, une ferme volonté des ministères du sport et de l'éducation nationale. Tout le monde sait ce que le sport peut apporter chez l'enfant, chez l'adolescent. Donc ça peut participer à l'équilibre et booster. Donc ça peut être un intrant de qualité. L'inspection de l'Académie de Kaolack, c'est aussi l'école sénégalaise de la Gambie qui se trouve à Kanifing. Ces pensionnaires ont fait la différence au cours des compétitions et pourtant ils en sont à leur première participation. Donc vous voyez, c'est une très belle performance. C'est des écoles et aussi au baccalauréat qui font l'année dernière où les résultats étaient vraiment catastrophiques. Partout, ils ont fait 65%. Sinon, c'est des écoles qui font 80% de taux de réussite au baccalauréat. Donc, je pense qu'on peut en faire des écoles et des établissements d'excellence. L'activité rentre dans le cadre de la relance du sport scolaire dans l'Académie de Kaolack. Les compétitions ont duré 2 jours au stade de Lamine Gueye. Au-delà des bienfaits physiques du sport, l'élève peut acquérir des attitudes et aptitudes qui lui permettent de réussir à l'école, mais aussi de bien appréhender la vie. Voilà qui ouvre la page football avec le Mondial 2018. Le coup d'envoi des demi-finales combat sera donné demain mardi. Oui, à l'affiche, le match France-Belgique, ce sera à partir de 18h au stade de Saint-Pétersbourg. Les 2 équipes vont vers leur 3e confrontation en Coupe du Monde après 1938 et 1986. 2 matchs remportés par les Bleus. Présentation du match avec Abdoulaziz Ban. La France et la Belgique se sont affrontés à 74 reprises. Avantage à la Belgique avec 30 succès, 24 victoires françaises et 19 matchs nuls. La montée en puissance des Bleus dans ce mondial apparaît de plus en plus impressionnante. L'équipe de France a obtenu 4 victoires et un match nul 0-0 contre le Danemark en phase de poule. Après le festival offensif contre l'Argentine en 8e de finale 4-3, les Français ont sorti l'Uruguay en quart de finale par 2-0. Ce qui fait un total de 9 buts contre 6 encaissés. 6, c'est le nombre de buts également encaissés par la Belgique. Les Diables Rouges détiennent la meilleure attaque de la Coupe du Monde avec 14 buts. La Belgique arrive gonflée à bloc pour la 2e demi-finale mondiale de son histoire, alors que la France en a disputé 6. Après avoir réussi un retournement de situation contre le Japon en 8e par 3-2, les Belges ont accompli un exploit retentissant en éliminant le Brésil en quart de finale par 2-1. Les Diables Rouges viseront une place de finaliste, ce qui serait une première. Les Bleus viseront eux aussi cette place de finaliste. En cas de succès face à la Belgique, la France, championne du monde en 1998, disputera sa 4e finale de Coupe du Monde. Cher, nous prenons la direction de Moscou où nous retrouvons Eladji Thierno Dramé. Eladji, bonsoir. Bonsoir Koumba. Alors, quelles sont les dernières nouvelles à quelques heures du coup d'envoi des quarts de finale du Mondial 2018?
Alors, les dernières nouvelles, c'est la motivation, la conférence de presse des Bleus et des Belges également, et puis l'avant-match, comme on le connaît. Mais avant de parler de ça, je vais quand même donner une information. J'imagine que vous devez l'avoir, puisque pour le dernier carré, il y a une douzaine d'arbitres qui ont été retenus. Et Malang Diédhiou, l'arbitre sénégalais, fait partie des arbitres qui ont été retenus pour le dernier carré. Alors, est-ce qu'il va siffler sur ces 4 derniers matchs? On ne sait pas encore. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il fait partie des arbitres centraux qui ont été retenus pour peut-être opérer lors de ces 4 derniers matchs. Alors, pour revenir un peu sur la confrontation entre la France et la Belgique, la motivation est là. C'est vrai qu'à Moscou, on ne sent pas vraiment cet engouement, puisque, comme on l'a dit, le match se tient à Saint-Pétersbourg et quasiment tous les supporters français, en tout cas le gros des supporters français sont actuellement au niveau de Saint-Pétersbourg. Tout à l'heure, nous avons rencontré des franco-sénégalo-libanais qui sont venus supporter l'équipe. Ils sont allés prendre le train pour aller à Saint-Pétersbourg, justement, pour espérer suivre cette demi-finale entre la France et la Belgique. Alors, ce qu'il faut retenir également, on l'avait dit hier et ça se confirme aujourd'hui, auprès des médias russes, on parle beaucoup de cette équipe de France. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est donnée largement favorite par rapport à la Belgique, même si on connaît la force de frappe des Belges, mais il reste que la France compte en son sein de très très bons joueurs. On peut en dire autant de la Belgique, mais il y a quand même Griezmann, il y a Kylian Mbappé qui ont fait la différence dans cette Coupe du Monde et qui sont très attendus pour cette demi-finale. Du côté belge également, il y a de la confiance, puisque il compte en son sein quelques-uns des tout meilleurs joueurs au monde. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, entre autres, qu'on peut citer comme ça pêle-mêle. Et donc, c'est un match qui s'annonce extrêmement disputé entre 2 pays voisins. C'est vraiment un derby européen. Et donc, il y a le cas Thierry Henry, on en a parlé hier. Et donc, c'est un match qui s'annonce très, très, très chaud. Et certainement, il y aura du spectacle. Alors, Tierno, Koumba, si vous permettez donc, je vais taquiner un peu Tierno. Alors, Tierno, quel est votre pronostic pour cette première demi-finale? Bon, c'est très difficile de pronostiquer sur un match comme ça. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Il peut tout se passer. Et je l'ai dit, ce sont des équipes qui comptent en leur sein de très très bons joueurs. C'est vrai, la Belgique a la meilleure attaque. Sa poule était sans doute plus relevée que celle de la France, puisque la Belgique avait dans sa poule l'Angleterre, qui s'est également qualifiée. Elle a eu un match très difficile contre le Japon, mais a montré du caractère. Maintenant, le match contre le Brésil est un match référence. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette dynamique puisqu'il y a forcément un regain de confiance? C'est à voir. Du côté français, tout le groupe est là. Didier Deschamps, lui, il compte sur son effectif. La France a un banc qui est extrêmement relevé. Des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Donc, pronostiquer, ce serait un très gros risque. D'autant plus qu'encore une fois, c'est un derby entre ces 2 pays-là. Ils partagent une frontière. Donc, ce sera un match difficile. Je ne m'aventurerai pas à faire de pronostics. Nous avons compris, Tierno. Nous avons compris. Merci. On donne rendez-vous tout à l'heure dans le magazine. Très bien. Alors, oui, juste rappeler le programme. Tierno l'a dit tout à l'heure. Donc, demain, France-Belgique à 18h. Et puis, mercredi, à la même heure, on aura Angleterre-Croatie, des matchs qu'on peut suivre sur la RTS. Et demain, prise d'antenne, ce sera à partir de 16h. Et pour finir, chère nécrologie avec le décès de l'ancien international sénégalais Alpha Touré, ancien joueur de la Jeanne d'Arc dans les années 70. Oui. Alpha Touré, buteur fétiche justement de la Jeanne d'Arc de Dakar. À la fin de sa carrière, il s'est beaucoup investi dans la formation des jeunes avec son centre de formation, mais aussi son école de football Alpha Touré. Donc, nous présentons nos condoléances à toute sa famille. Oui, merci à Koumba. Donc, c'est une triste nouvelle pour le football sénégalais, en effet. Alpha Touré, donc, qui a consacré une partie de sa vie à ce football non condoléances, donc à sa famille, vous l'avez dit, et à l'ensemble des passionnés de football.
Et le sport revient, ce sera tout à l'heure, Kumba, dans le magazine du Mondial. Du Mondial, c'est ça. Que vous allez présenter. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, Kumba, donc pour d'autres nouvelles consacrées à ce Mondial et retrouvées après le journal, votre magazine hebdomadaire, la Minute DGID, consacrée à l'information fiscale, cadastrale et domaniale. Le numéro de ce soir est axé sur la surtaxe sur les terrains bâtis ou insuffisamment bâtis. Ce sera avec l'inspecteur Eliman Pouy, la Minute DGID. C'est à suivre donc après ce journal qui est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.